à tous, attention à l'onde de choc, attention à l'onde de choc. Petite, parfois la nuit je me réveille. Tu es là, tu me regardes dans le silence. Il y a de l'amour, il y a surtout du désespoir. Désespoir de quoi? De ne pouvoir te tenir à la maison près de nous, d'avoir besoin de courir le monde, de t'enivrer encore et encore de femmes, de rire, de vin, de jouissance. Tu es absent le jour, irrémédiablement absent. Dans la nuit, tu rentres et tu me regardes. Après, il y a le grand bordel où nous grandissons. Les femmes que tu amènes à la maison, maman qui est folle, le couloir vide et sombre. Après, il y a cette petite fille qui demande à sa mère pourquoi elle pleure. Parce que c'est le seul lien possible avec elle, la mère. Et elle dit tout, la mère. Votre vie sexuelle, tout d'un bloc. Tu jouis en l'imaginant prise par un autre. Tu veux l'emmener dans une maison close. Quand elle a un amant, tu frappes. La guerre d'Algérie. Jusqu'à 16 ans, je ne sais pas ce que c'est. Je dois dire, la guerre d'Algérie, je crois que mon père l'a faite. Adolescente, je te prends à partie, papa. Je te demande des comptes et tu réponds la guerre d'Algérie, le sang de l'infirmière. Je ne sais plus ce que tu dis, je pleure. Tu dis que maman était belle et qu'elle te sauve de ça, de la mort laissée derrière. Nous avons sûrement bu. Il y a 2 ans, je travaille sur mon arrière-grand-père. Poilu de 14, il y a perdu sa jambe. Au téléphone, tu dis, je ne sais pas si c'est bien de remuer tout ça. Je dis, de toute façon, après, ça serait ton tour. Ça serait ton tour, bordel. Je ne sais toujours rien de sa guerre à lui, ni où il était, ni ce qu'il a vécu. Depuis ce jour de mon adolescence, on n'en a plus jamais reparlé. Jamais. La guerre d'Algérie. J'ai le besoin d'écrire ces 2 mots noirs sur blanc pour faire ressurgir à la surface des connaissances enfouies. J'ai le souvenir qu'en 84, année de ma terminale, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, mais des événements ou de la décolonisation. Le programme d'histoire de 1939 à nos jours était vaste, et l'on ne s'attardait pas trop sur cette période qui de toute façon avait peu de chances de tomber au bac. Pourquoi ai-je aujourd'hui le sentiment que cette guerre, noyée dans une masse considérable de connaissances à acquérir, nous a été présentée comme un détail de l'histoire contemporaine? À la maison, il y avait une histoire beaucoup plus présente, celle de l'occupation dont mes parents, en tant que juifs français, avaient été victimes. La guerre d'Algérie, on n'en parlait jamais. Sans doute parce que la guerre 39-45 prenait trop de place. Il y avait bien notre ami Claude, le voisin du dessus, qui avait effectué son service en Algérie. Mais pourquoi en aurions-nous parlé? Nous étions des enfants, et les anciens combattants, ceux qu'on voyait défiler en bas de chez nous le 11 novembre, pour nous, c'était ceux de la guerre 14-18. La guerre d'Algérie. 2 millions d'appelés. Toute la génération de nos pères. Moi, je suis né 2 ans après la fin des hostilités. La guerre de mon père, la seule photo que j'en connaisse, c'est lui, beau, au pied d'un palmier dans son uniforme. La guerre d'Algérie,
Pour moi, enfant, c'est un repas de famille un dimanche. Quand après plusieurs verres de pinard, on ne sait pas qui a abordé le sujet. Mais il est là, brûlant, comme l'étincelle prêt à foutre le feu aux poudres. Gamin, on sent bien que tout le monde se tend autour de la table. On a peur. Peur qu'il se frappe sur la gueule. Et puis on amène un autre plat, on passe à autre chose. Mon père n'a jamais été très fier d'avoir fait l'Algérie. Mon oncle, Claude, le frère de ma mère, appelé lui aussi, avait développé une autre façon de penser. La guerre d'Algérie, c'est pas un discours construit. C'est des mots, des bribes de phrases, des insultes, une violence qui ne dit jamais son nom, mais qui reste scotchée, là, sous la table. Comme si, à la maison, il y avait deux partis toujours prêts à s'affronter. Comme si la France, le pays où l'on vit, se résumait là, aux deux extrémités de la table, toujours au bord de la guerre civile, devant un gâteau au chocolat. Moi, j'ai grandi entre ces deux pôles. Entre un père communiste, pas mécontent qu'on ait laissé l'Algérie aux Algériens, et une grand-mère maternelle, un oncle, pour qui toutes les responsabilités de la guerre étaient du côté algérien. On leur avait tout donné, et maintenant, ils nous foutaient à la porte. Tu vois, Valérie, c'est pour ça qu'enfant, c'était violent l'Algérie. Après ce spectacle sur la Première Guerre mondiale, sur la jambe de mon arrière-grand-père, voilà ce que tu me dis, Fred. Moi, l'Algérie, je crois que mon père a commencé à pouvoir en parler quand de bourreau, il a pu se sentir victime. C'est là qu'est née l'idée de faire ce spectacle. Avec moi. Sur cette guerre. Sur nos pères. J'ai été bien à peu près 6 mois avant de pouvoir me recaler, recommencer à travailler. Les sorties, on était fous. J'arrivais pas à m'y mettre parce que j'avais continuellement des choses qui m'ont... Les sorties, on était fous. Ouais. Le décalage le plus important, c'est avec les jeunes qui avaient mon âge malgré tout, mais qui n'étaient pas partis, qui avaient continué à vivre leur vie d'étudiant, qui avaient... Là, il y a eu plus qu'une cassure. C'était vraiment... On était comme ça, on était... Il fallait pas qu'on nous embête à cette époque-là. C'était vraiment... C'était parti là-dessus. Dans les surboom, il fallait pas qu'on marche sur les pieds. Et puis que les trop aussi, hein, c'était... On n'avait plus la tête libre, finalement. J'ai eu des envies, c'était de partir loin. La guerre d'Algérie, quelle trace dans nos mémoires. Enquête réalisée à partir des interviews de M. Eglinton, ton père, et de Claude Jallet, le mien. Tentative de compréhension de leurs séquelles. Introspection pour éclaircir les nôtres. Interrogation des événements. Tentative de reconstitution du puzzle, afin de construire un avenir apaisé et de mieux comprendre le présent. Et cette Algérie, des milliers de jeunes Français la découvrent. Guy Mollet a décidé du rappel de plusieurs classes disponibles, non sans provoquer de multiples manifestations de gauche. Chacun est libre d'expliquer sa conception politique générale, comme ses conceptions particulières, même sur l'Algérie. Mais chacun sera puni pour les actes qu'il commet. Je pense à ceux qui cherchent à égarer nos jeunes rappelés, qui l'ont cherché en vain d'ailleurs, ou à ceux qui font encore l'apologie du crime. Fort des pouvoirs spéciaux votés par l'Assemblée, Guy Mollet entend mener une politique de réforme qui ne soit pas séparée de l'effort militaire indispensable. Mendès France démissionne du gouvernement. Le front républicain élu en promettant la paix fait la guerre. Lacoste et le commandant en chef, le général Lorillot, veulent 400 000 hommes. Voilà déjà 70 000 rappelés. Pour toi, toi aussi, viendra. Veux-tu qu'un ancien d'Algérie te dise sans façon la vie qu'il a vécue là-bas pendant 20 ans? La guerre a commencé en 1954. Ton père dit, c'était paraît-il un des endroits les plus dangereux d'Afrique du Nord, parce qu'à cet endroit, le territoire tunisien pénètre profondément dans le territoire algérien. Quand l'ALN, l'armée de libération nationale basée en Tunisie, pénétrait en territoire algérien, ils étaient tout de suite à une 50aine de kilomètres à l'intérieur des terres. L'Avenir, c'était un village qui n'avait rien de colonial. Il n'y avait pas de construction européenne. Il y avait une rue centrale bordée de quelques commerçants
Et de part et d'autre de la route se développait le village arabe, en terre battue. C'était un endroit agréable, où nous allions souvent nous promener, où il y avait le marché, où il y avait un café, tenu par un vieux pied noir, qui avait un singe, qui avait des animaux un peu fous. Il y avait un dispensaire, moitié civil, moitié militaire, qui était sous la direction d'une femme étonnante, toujours en bottes de cheval et en blouse blanche, la Toubiba. C'était vraiment un personnage extraordinaire. C'était une civile, une européenne. Elle avait quelques infirmières musulmanes. Je ne sais pas comment elle s'était retrouvée là. Certainement parce que l'administration française en Algérie, c'était quelque chose qui existait, qui était même omniprésent. C'était un village calme, ou apparemment calme. Mon père dit, il avait souvent le droit à des tirs de mortier provenant de Tunisie, peut-être pour punir une attitude un peu trop pro-française. Les musulmans étaient vraiment au même loge que nous. Notre camp, c'était un borge, un ancien moulin. Je n'ai jamais pris d'armes quand j'allais dans le village arabe. Valérie, ton père est affecté au peloton de transport. Il est le chef du peloton de transport, il fait passer les permis, même s'il n'a pas le sien. Son rôle, entre autres, c'est de tenir les véhicules toujours prêts à partir. Ton père dit, là, les gars dorment dans leur lit un jour sur 4. À la nuit tombante, à tour de rôle, ils montent pour garder la ligne. 4 types par blocos. Un blocos tous les 600 mètres. En face, ils ont une armée bien préparée, en Égypte ou ailleurs, dont ils verront l'armement se moderniser de mois en mois. D'abord, des vieux mortiers anglais récupérés de la dernière guerre, et sur la fin, des canons 75 sans recul. Et d'efficacité extraordinaire, dit mon père. Et avec des gars qui savaient super bien s'en servir. Mon père dit, en cas d'attaque, les blocos doivent tenir coûte que coûte. Le barrage. On savait bien où il était. Il faisait partie de tout le dispositif militaire de l'Est constantinois. Mais on en avait une idée qui n'était pas très précise. On est arrivé, il faisait nuit. Le matin, on a pris un 6-6 et on est parti faire la visite. Alors on s'est vite rendu compte de ce que c'était comme système de défense. Mais pour nous, c'était pas vraiment un problème. On savait qu'on avait les EBR, qu'on avait la défense à l'est de la Mie, qu'on avait les différents escadrons placés tout autour. Finalement, c'est ce qu'on avait appris à faire en Allemagne. Si ce n'est qu'en Allemagne, les armes étaient déchargées, alors que là, on savait qu'il y avait des mines, qu'il y avait... Ton père dit, on savait qu'en cas de très grosse attaque, la première ligne était pour ainsi dire sacrifiée. La vraie défense, elle se ferait après, derrière. D'ailleurs, c'est comme les EBR des différents escadrons. Quand il y en avait un qui était attaqué sur une route, il fallait bien qu'il se démerde. C'est comme ça qu'il y en a je ne sais pas combien qui ont été bazooqués. Un EBR bazooké, ça prend feu, ça explose. Dans quel état on retrouve ses petits copains après? C'est vrai. C'est vrai. Des fois, il y a eu de grosses trouilles. La nuit où on a été attaqué, là, sur la frontière, quasiment au corps à corps. Mais il y a des fois où on aurait dû avoir peur et où on a rigolé. Ce soir-là, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, sinon il y a 2000 mecs qui nous auraient laminé, mais par contre, ils nous ont laissé des plumes, hein, parce que le lendemain, ils ont retrouvé quand même pas mal de choses. Des bouts de mecs, ils ont trouvé des bouts de fusil, des bouts de ficelle, ça a dû leur coûter cher. Il y en avait continuellement des opérations sur la Tunisie.
ramasser des bouts de melk. Comment ça vous marque un homme? Et attendre un ennemi invisible, rester sous le feu des canons toute la nuit. Tu vois, Fred, la difficulté, c'est d'arriver à se représenter les choses. C'est comme si l'expérience de l'autre était à jamais fermée. Tu acceptes que je t'interviewe, papa. Tu dis, je veux bien te raconter les choses en général, le contexte. Mais il y a des histoires que je préférerais écrire. As-tu peur de ton émotion? Tu te mets à écrire. Pendant 8 mois, tu écris. Adieu l'ami. Algérie, 1961. Cette nuit, Cicada a été gravement blessé au visage par les projections de pierre et les éclats. Il perdra un œil. Sa main droite a été touchée et sera en partie amputée. Quant au jeune Spahis disparu, nous ne l'avons pas revu. Nous savons que, gravement choqué par l'explosion, il est allé se réfugier dans les hautes herbes derrière le poste. En revenant de PK2 après avoir déposé les caisses, nous avons arrêté la Jeep sans le savoir juste à côté de lui. Il avait gardé son arme, il aurait pu nous tuer. Il n'a été retrouvé que le lendemain, hagard, dirigé vers l'hôpital de Beaune, puis rapidement rapatrié en France. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons pas. La radio, c'était pas comme maintenant, ça captait pas. Le peu d'informations qu'on avait arrivait par les journaux de l'armée.
plein désert, sans rien à faire, en sachant que les 10 copains sont en train de se battre à quelques centaines de kilomètres. Mon père dit le périmètre contaminé. Et dit, je suis sûr que quand il y a eu des explosions, il y a eu des retombées jusqu'ici. Pour donner une petite idée des distances, les Américains, pour leurs essais nucléaires dans le Nevada, ils indemnisaient les gens dans un rayon de 700 km. Et puis, quand la France a démantelé ses bases, tout ce qui était récupérable a été envoyé dans les pays d'Afrique. Le reste, c'est resté là, enseveli dans le désert, alors évidemment au premier vent de sable. Les Touaregs, les nomades, sont venus récupérer des pièces, des câbles, tout ce qui était en cuivre. Ils s'en sont servis pour faire de la vaisselle. Fred, qu'est-ce que ça fait de passer de El Billard, où ça pète, à un endroit où dans le même pays, il n'y a plus rien? Je demande à ton père, est-ce que vous vous posiez des questions? Est-ce que vous vous demandiez comment ça évoluait? Il dit, la seule question qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils vont réduire le temps de service? Attention à l'onde de choc. Quelques mois après son retour, ton père souffre de grosses douleurs dans les reins. Le médecin dit colite néphrétique. Et puis les douleurs le laissent tranquille pendant 25 ans. En 1994, nouvelle douleur, traitement contre les colites, contrôle cancer des reins. À peu près à la même période, ton père tombe sur un article du Canard enchaîné qui raconte que l'armée, pour décontaminer les militaires en Algérie, les envoie à la mer du côté d'Alger, en leur prescrivant de prendre le plus de bains possible. Ton père se dit, mais ça m'est arrivé ça. Ils m'ont envoyé 15 jours à la mer, à Azeralda, parce que j'avais attrapé des plaques rouges sur les jambes et sur les pieds. Les plaques sont toujours là aujourd'hui encore. J'ai été voir des dermatos, il n'y a personne qui sait me dire ce que c'est. Quand j'ai lu ça, l'article, ça a fait tilt. Avant, ton père n'avait jamais fait le rapprochement. Il dit, tout seul, dans son coin, on ne peut pas faire le rapprochement. Après la parution de l'article, il téléphone au journal. L'auteur lui propose de participer à un magazine télé si elle arrive à le placer. Le magazine sera réalisé, mais pour une chaîne belge. Parce que, dit ton père, en 1995, Chirac venait de reprendre des essais nucléaires en Polynésie. Alors, les anciens appelés, ceux de Hinecker, ceux de Reagan, ont pour beaucoup développé des cancers et toutes sortes de maladies que peuvent provoquer des radiations. Mais les dossiers médicaux de l'armée ne sont pas consultables. Disparus! Disparus les dossiers. De même pour le nom de ceux qui furent là-bas, impossible d'obtenir la moindre liste. Encore aujourd'hui, le gouvernement français nie que les essais nucléaires aient pu directement ou indirectement influer sur la santé des combattants. Même si ceux-ci se plaignent d'hypothétiques maladies. Pourtant, dans le même rapport, il est dit qu'aucun suivi médical n'a eu lieu ni au retour ni plus tard. Ton père dit, en 2001, l'association s'est formée. Plusieurs plaintes ont été déposées. Elle réclame des indemnités pour les dommages subis, mais surtout, elle réclame la vérité. C'est seulement aujourd'hui, en discutant les uns avec les autres et en recueillant le plus de témoignages possible, qu'on reconstitue ce qui s'est réellement passé. En discutant les uns avec les autres et en recueillant le plus de témoignages possible. Après la fin de la guerre, après la signature des accords d'Évian en mars 1962, la France conservera ses bases militaires en Algérie. Les essais nucléaires se poursuivront jusqu'en 1966 à Hinecker, un peu plus au sud, du côté de Tamanrasset. De Gaulle commence à négocier avec le FLN en juin 1960. Au départ,
Il entend garder le Sahara. Les Algériens ne sont pas d'accord, d'où l'échec de ces premières négociations. Fred, il semble que ton père et le mien doivent leur petit séjour en Algérie à ce léger différend. Pensez que les Algériens allaient laisser à la France le gaz et les puits de pétrole. C'était quand même les prendre pour des cons, non? Puisqu'ils avaient laissé se prolonger les essais nucléaires. Je demande à ton père, quelle est la radioactivité de ces coins aujourd'hui? Il dit, on a assez peu de renseignements. On a une association sœur en Polynésie, parce qu'après, les tirs se sont prolongés en Polynésie. Mais on a essayé d'en initier une en Algérie. Seulement, chaque fois qu'on invite nos contacts pour une assemblée générale, leurs visas sont refusés. Il faut savoir qu'économiquement, la France est le premier importateur de produits algériens, alors... C'est ce que dit ton père? C'est ce que peut dire mon père. Bon, pour en revenir à la torture, si tu veux, nous, on a eu la chance de ne pas être trop confrontés à une guerre sale, pas comme dans le centre de l'Algérie ou bien en Kabylie, où là, c'était vraiment une guerre de l'ombre. Il fallait savoir où étaient les gars, dans quelle grotte. Voilà. Il fallait du renseignement. Nous, on savait où était l'ennemi, on n'a pas eu de renseignement à faire, enfin pratiquement. Sauf peut-être à Beau, nous là, il y avait les services qui... Enfin les services quoi. Qu'est-ce que vous en saviez? Ah bon, on savait. Évidemment, on savait ce qui se passait. Je vais pas faire comme les Allemands qui disaient « On sait pas ce qui se passe dans les clans ». Non, 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 nous on savait ce qui se passait. Le salon de Yacine était sans le vouloir une création artistique. Sa façade était peinte en bleu outre-mer et le texte coiffeur s'étalait en lettres maladroites, blanches en français et vertes en arabe. Un jour, la petite porte est restée fermée. J'ai demandé aux alentours pourquoi. Les visages sont devenus durs. Des regards haineux et farouches. Yacine avait été arrêté la semaine précédente par un groupe de militaires français et emmené vers un centre d'interrogatoire inconnu. Personne ne l'avait revu. Quand j'ai quitté l'ami, personne n'avait eu de ses nouvelles. Une information m'a été transmise par la petite Khadija qui, au village, s'occupait de faire laver et repasser mon linge. Ce fut un papier plié dans un treillis propre. Une main maladroite avait écrit « Yacine, il est ton ami. La police l'a pris, il est je sais pas où. » J'ai gardé longtemps ce papier. Je l'ai souvent relu toujours avec tristesse, mais aussi avec cette angoisse qui suit toujours les personnes disparues. Mon père dit, le petit coiffeur, il a sans doute été dénoncé pour une connerie par un copain. Comment ils l'ont fait parler? Après ça, je sais pas, mais c'est la seule fois où moi j'ai réellement été confronté au... Bon, et puis, si on avait eu à participer, on le dirait. Parce qu'à l'époque, il y avait assez peu d'état d'âme sur la torture. La torture, c'est toujours quelque chose qui nous avait été présenté comme... Oh, c'est pas la torture comme auraient pu faire les Allemands, hein? Tu parles. C'était faux. À Alger, la torture. Ils ont tué des mecs par dizaines. Non, la torture, on nous disait c'est juste pour faire parler, un petit coup de gégène et puis... Tu veux dire que ça vous était présenté comme une chose banale? C'était banalisé, oui, c'était banalisé. On avait des prisonniers, il fallait les faire parler. Bon, puis il faut dire quand même que, tu vois, pendant la bataille d'Alger, c'est pas pour justifier la torture, hein, mais c'était vraiment une guerre dégueulasse. Il y avait des bombes qui explosaient un peu partout, il fallait rapidement savoir
où elles allaient péter, qui les manipulait. C'était d'une efficacité redoutable. Comment tu as réagi quand tout est ressorti récemment? Comment tu veux qu'on réagisse? Moi, je sais bien qu'il ne faut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Les Algériens torturaient. Nous, on était sans doute beaucoup plus civilisés. On n'aurait pas dû torturer, hein, c'est ça? C'est ridicule. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de conflit armé sans torture. La preuve, les Allemands ont torturé, les Français ont torturé en Indochine, les Américains ont massacré, torturé en Corée, ils ont torturé au Vietnam. On a torturé en Algérie. Et puis on pourrait penser que tout ça, ça va s'arrêter puisqu'on en a tellement parlé. Mais non, non. Regardez encore aujourd'hui les images qu'on nous montre sur le conflit en Irak, l'attitude des troupes américaines, anglaises. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Mais on ne fera pas croire que dans un conflit armé où on tue les mecs par paquetis, prétendre que la torture ne va pas de pair avec la violence qu'on déclenche, c'est... Comment tu expliques cette mauvaise foi? Ah, la mauvaise foi. La mauvaise foi. D'abord, on ne dit pas tuer, c'est pas bien. On le dit, mais à la guerre... C'est la guerre. Mais on dit torturer, c'est pas bien. Moi, tu diras, on est arrivé aussi à des choses ridicules. On a par exemple dit qu'il fallait mieux torturer physiquement les gens plutôt que de leur mettre un sérum de vérité pour les faire parler. Alors là, on atteint des sommets, hein. Je veux bien regarder un homme, tout son honneur, toute sa dignité. Je ne crois pas qu'un corps cassé garde toute sa dignité. J'ai toujours eu la hantise des violences faites au corps. Du corps entaillé, éventré, violé. Du corps non respecté. Avec la conscience certaine qu'il pouvait y avoir chez beaucoup une joie dans ce massacre de la chair. Comme une vengeance contre elle, la chair. En octobre, mes parents sont chez moi, nous sommes en pleine répétition, je ne suis pas disponible. Mon père a amené ces photos d'Algérie. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Je sens bien maintenant que c'est lui qui attend de parler. Un soir, nous buvons. Nuit, tard, après avoir bu. Chaque photo est commentée. Il y a des choses très sympathiques. Les méchouis, la chienne, Bella, nourrie au biberon, des anecdotes, d'autres moins. Mon père dit, cet adjudant c'était un type bien, sauf qu'il aimait un peu trop les petites filles. Je dis, comment tu l'as su? Il dit, parce que je l'ai vu, on lui a promis de lui péter la gueule si on le voyait recommencer. N'empêche, il n'a eu aucun problème, le gaillard. Voilà ce que c'est la guerre. On peut violer les petites filles sans aller en prison à vie. Mon père change vite de sujet. Il faut dire que l'homme en question, ils ont été au coude à coude dans de sales moments, alors. Je repense à la sexualité de tous ces jeunes hommes. Ils ont 18, 20 ans. Comment en sortent-ils de ce climat de violence où le viol se pratique si tranquillement?